Dans un premier temps, j'ai envie de vous poser quelques questions d'actualité. Alors, on l'a vu dans ce journal, monsieur le haut-commissaire, la serpentine de Courvois, une nouvelle fois vandalisée. C'est pas la première fois, on l'a entendu, 2016, 2017, 2018. Votre réaction? Mais je le condamne, bien sûr, puisqu'il semble que, même si l'enquête judiciaire aura le prouvé, mais il y a eu 2 départs de feu, donc on peut supposer qu'il y a un acte volontaire derrière cet incendie. J'ai eu à plusieurs reprises dans la journée d'aujourd'hui un contact avec Bernard Laflamme, le directeur général de la SLN. L'entreprise met tout en œuvre pour rétablir le fonctionnement de la serpentine et pour ne pas interrompre les opérations sur Doniambo d'approvisionnement à partir de Courvois. La SLN et le groupe Ballante semblent être pris de manière récurrente pour cible. Hasard ou coïncidence? Ce n'est pas une nouveauté qu'il puisse y avoir des périodes de tension et des lieux de tension sur les sites miniers, en particulier sur la côte Est. Il est trop tôt pour déterminer qui sont les auteurs. Il faudrait que la justice les trouve et les poursuive. Hein. Ce sont des faits graves qui sont punis jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et il faudra à ce moment-là savoir quelles ont été leurs motivations. Alors, autre actualité, monsieur le haut-commissaire, jeudi, à Nouméa et dans le Nord, les femmes étaient en colère contre les violences dont elles sont victimes. Comment l'État peut arriver à aider ces femmes qui sont victimes et violentées souvent en Calédonie? Alors, on est très souvent dans le milieu familial et donc ça n'est pas facile pour les services publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités qui ont en charge les problèmes sociaux d'y intervenir. Néanmoins, tout doit être fait pour une prise de conscience de ce phénomène et pour une réaction pertinente à ce phénomène. Prise de conscience parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on est pratiquement au triple de violences intrafamiliales de la moyenne nationale et parce que les victimes sont à plus de 80% des femmes et quand ce ne sont pas des femmes, ce sont malheureusement souvent des enfants. Donc dans les deux cas de figure, ça appelle une réplique. J'ai reçu, lorsqu'elles ont manifesté, une délégation de femmes. Moi, on a envisagé, proposé des mesures très concrètes, la mise en œuvre du téléphone grave danger en Nouvelle-Calédonie, je l'ai proposé au président et au directeur général de l'OPT, la réalisation du COVA, le centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression, qui tarde à venir alors que les moyens, notamment financiers, sont là pour le faire, un réseau d'accueil, une brigade de protection des familles dans les gendarmeries, tout ceci, ce sont des actions concrètes et que j'entends pousser. On en vient à une troisième question d'actualité au Quai Atreider, 8 mois après son échouement. Est-ce que ce dossier ne devrait pas être bouclé définitivement, rapidement, j'ai envie de vous demander? On a un bateau de 185 mètres à l'origine, en pleine mer, à 60 000 de marée. Tout est fait pour sortir, mais l'image que vous projetez montre l'état de dégradation du bateau. L'essentiel des polluants et des conteneurs contenus à bord ont été enlevés. Il reste 13 conteneurs, dont 3 conteneurs qui transportent des véhicules. L'entreprise chinoise qui a reçu un marché de l'armateur et de ses assureurs pour sortir le bateau est en train de se positionner. 2 premiers navires, un de 60 mètres, un de 90 mètres sont arrivés. Un navire de 132 mètres arrivera le 11 mai. J'ai pris une mise en demeure la semaine dernière, une 9e mise en demeure pour mettre en demeure l'armateur et les entreprises avec lesquelles il a contracté de présenter un plan adapté puisque celui qui était initialement prévu n'est plus jouable dans l'état dans lequel est l'épave aujourd'hui pour le 27 avril. Donc j'attends ce calendrier et cette méthode pour le 27 avril. Monsieur le haut-commissaire, évoquons à présent les grands moments, les temps forts de l'actualité qui nous rapprochent du 4 novembre dans cette deuxième partie d'émission. Alors, le relevé des conclusions du 17e comité des signataires prévoit en son point 4 des mesures pour, je cite, assurer la tranquillité publique avant et pendant le scrutin. La recherche d'un climat apaisé est souhaitable. Or, on constate qu'on est loin du compte. Que nous dites-vous là-dessus ? Le climat apaisé, c'est le climat politique et c'est le climat sur le plan de l'ordre public. L'État le relevé de conclusion du comité des signataires est un relevé partagé entre les forces politiques et l'État. L'État se met
moyen de pouvoir faire face à toute situation d'ordre public, et l'engagement a été pris par les forces politiques de ne pas attiser les tensions, mais au contraire d'apaiser le débat. Mais justement, au moment du scrutin, il risque d'y avoir des tensions. Est-ce que vous avez prévu des renforts justement de forces de l'ordre à ce moment-là? C'est ce que je viens de vous indiquer, nous aurons les moyens nécessaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer dans le détail? Non, c'est une planification qui se fait en fonction des hypothèses. Nous ajusterons en fonction de la situation. Mais vous savez que je dispose d'ores et déjà de 5 escadrons de gendarmes mobiles en Nouvelle-Calédonie de manière permanente. C'est 375 gendarmes, et nous aurons sans doute des renforts autour du scrutin. On s'aperçoit, monsieur le haut-commissaire, quand même, Serpentine de Coahuila, école vandalisée, qu'il y a quand même des minorités agissantes, j'ai envie de dire, qui ont envie qui ont une capacité de nuisance quand même en Calédonie. Comment est-ce qu'on peut les mettre hors d'état de nuire? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des minorités agissantes organisées et que le lien puisse être fait entre des phénomènes de nature tout à fait différente. Coahuila, si vous connaissez les auteurs et leurs motivations, vous me le dites. Je vous demande. Mais je ne les ai pas à cette heure-ci. L'enquête commence. Il n'y a pas eu de tension de nature politique qui amène à des affrontements, à ma connaissance, dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Donc, on peut la craindre. Je sais que beaucoup de Calédoniens le craignent, et tout doit être fait. J'y prends ma part pour, au contraire, que les choses se passent dans le calme et dans la sérénité. Alors, on reste au comité des signataires, dans la continuité des échanges qui se sont produits à Paris. L'ancien G10 est relancé avec le groupe du chemin sur l'avenir. Il se réunit à Paris le 28 mars sous l'égide du Premier ministre. Il se réunira à nouveau à Nouméa le 23 avril sous votre présidence, mais en présence d'un haut fonctionnaire, François Senners, nommé par le Premier ministre pour le représenter. Pourquoi cette décision? Est-ce que c'est pas une forme de, entre guillemets, désaveu vis-à-vis de vous? Non, je ne le crois pas. Le groupe Chemin de l'Avenir est un groupe qui, dans la proposition qu'avait faite le Premier ministre, réunit les forces politiques de Calédonie. Elles auraient très bien pu choisir de discuter entre elles sans nécessairement associer l'État dans ce groupe. C'est elle qui avait souhaité que le haut-commissaire soit là et que l'État y soit représenté. Le Premier ministre a désigné François Senners, que je connais depuis une trentaine d'années et que j'apprécie, qui est une personnalité de grande qualité pour le représenter personnellement. Je me sentirai moins seul, et je suis très, très heureux du binôme que nous allons former désormais. Alors le 23 avril, vous allez discuter justement de la charte des valeurs calédoniennes. J'ai envie de vous demander, à votre avis, quelle valeur doit être inscrite dans cette charte? Est-ce que, par exemple, faut-il trouver un socle commun, des valeurs océaniennes, des valeurs républicaines, selon vous? Les valeurs, ce sont celles dans lesquelles les Calédoniens se reconnaissent et dans lesquelles ils souhaitent vivre dans l'avenir. C'est cela le but de l'exercice. Ce n'est pas aux représentants de l'État de dicter ce que sont ce que doivent être les valeurs calédoniennes du futur. Le travail a été élaboré à partir de contributions des forces politiques de Calédonie. Une synthèse en avait été faite par les missionnaires qui travaillaient sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, la mission d'écoute et de conseil. Le travail a été accompli au sein du groupe sur le chemin de l'avenir, qui s'est d'ailleurs toujours appelé groupe sur le chemin de l'avenir et qui n'a jamais siégé à 10. Ce travail est maintenant un matériau. Il va falloir voir dans le groupe qui retrouve sa configuration initiale telle qu'il avait été pensé, quelle appropriation est faite des travaux accomplis. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il devra être partagé avec les Calédoniens. Le comité des signataires l'a souhaité, le Premier ministre l'a souhaité, et que chacun va devoir et pouvoir s'exprimer sur ce... Mais juste un mot, monsieur le haut-commissaire, les termes de la charte vont être validés avant ou après le référendum? C'est au groupe d'avancer et de soumettre à la consultation, puisque je viens de dire qu'elle était nécessaire. Tout ce travail a été voulu par le Premier ministre comme le dessin, j'essaie de retrouver ces mots, le dessin d'un chemin partagé pour le vivre ensemble et pour la période qui s'ouvrira après le référendum. Donc le but est bien de consolider le plus de choses possible, le plus solide possible, qui soit de nature à rassurer
rassurer justement sur leur avenir, les Calédoniens, parce que tout n'est pas dépendant de l'accession à la pleine souveraineté ou de l'indépendance. Beaucoup de choses ici. Vous avez tout à l'heure rendu compte de la journée à laquelle j'ai participé hier à la tribu de Caux, à Kouawa. C'était une journée formidable. Oui. Un accueil formidable, des industriels venus de Nouméa, des Européens et des Kanaks. Et ces gens-là partagent beaucoup de choses, ont envie aiment la Calédonie, alors, justement, aiment vivre ensemble. C'est cela sur lequel il faut capitaliser. Tout à fait. Un temps fort attendu, 3 au 5 mai, la venue du président de la République, Emmanuel Macron. Un geste a été demandé par les indépendantistes lors de cette visite présidentielle et précisément à Ouvéa. On va être dans une zone quand même compliquée, enfin tendue, puisqu'on est dans un moment à la fois Ouvéa, la grotte, et puis on est dans une commémoration. Comment l'État va-t-il gérer justement sans heurter ni blesser cette transition entre cette mémoire douloureuse et le chemin qui a été parcouru jusqu'à aujourd'hui? Les 4 et 5 mai, c'est à la fois une mémoire douloureuse et une mémoire positive. Oui. C'est des morts. Là, c'est très subtil. Ça va être le président de la République. Mais c'est aussi la signature de l'accord de Nouméa. C'est aussi l'inauguration du centre culturel Tjibaou. Le président de la République a choisi et pu dégager son emploi du temps pour venir à ces dates-là. Donc il y aura effectivement un contenu mémoriel, mais il y aura aussi, je le pense, je le souhaite et je le recommande, un contenu de projection sur l'avenir pour la Calédonie. On attend un message fort du président de la République à ce moment-là? C'est à lui qu'il appartiendra de choisir les mots et le contenu de ce message. En tout cas, nous essayons avec ses collaborateurs de lui apporter tout l'éclairage utile pour qu'il sente bien ce que sont les enjeux de la Nouvelle-Calédonie. Le contenu du voyage n'est pas encore déterminé. On sait qu'il ira à Koné. Je le pense, mais ça lui est proposé en tout cas, mais il n'a pas validé complètement le contenu du voyage. On en vient, pour conclure, Monsieur le Haut-Commissaire, à la préparation de cette consultation sur les listes électorales aussi. Vous avez fixé des dates, on les rappelle, le 30 avril pour la liste générale, le 18 juin pour la liste référendaire, avec qu'il est capital de se souvenir qu'il faut être inscrit sur la liste générale pour pouvoir voter sur la liste spéciale. Alors, si on n'est pas inscrit, il reste encore jusqu'au 20 avril pour aller à la mairie de la commune dans laquelle on réside, pour s'inscrire. Toutes les personnes qui auraient omis, qui n'auraient pas été inscrites, peuvent encore faire acte volontaire personnellement jusqu'au 20 avril. Et je saisis l'occasion de la prise de parole que vous me donnez ce soir pour le rappeler à chacun et pour inciter chacun à le faire, puisque c'est le meilleur moyen d'être certain d'être inscrit. D'autres exercices vont se dérouler. Vous le savez, les inscriptions d'office telles qu'elles ont été calées au comité des signataires de novembre 2017 et telles qu'elles figurent dans la loi organique qui est à l'examen du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rendra son avis le 19 avril, la semaine prochaine. Ça permettra de prendre ensuite les textes d'application, dont celui qui permettra les inscriptions d'office. Avant de se quitter, une dernière question, Monsieur le Haut-Commissaire. Je recevais Louis Cautrailleux-Régueil la semaine dernière à cette place et je vous propose d'écouter un extrait de cette rencontre. Il va y avoir une consultation appelée référendum, mais pour nous, à partir du moment qu'il y a la négation du peuple kanak, c'est pas un référendum d'autodétermination. Donc, à partir du moment qu'il y a eu cette fraude électorale qui a été validée par le politiquement clos de février 2016, qu'il n'y a pas eu l'inscription automatique de tous les kanaks, eh bien, nous allons nous aussi faire notre campagne. On a été à Ouvéa ce week-end, on a parlé avec les gens là-bas, on leur donne rendez-vous au mois de juillet. Monsieur le Haut-Commissaire Louis Cautrailleux-Régueil qui remet en cause en quelque sorte le référendum d'autodétermination, votre réaction? Il n'a pas approuvé l'accord de Nouméa, il n'en était pas signataire ni négociateur, donc il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Il y a des étapes accomplies et des rapprochements faits depuis Nainville-les-Roches, depuis le début des années 80, pour reconnaître que d'autres, que le peuple originel et que les Kanaks ont vocation à exprimer leur opinion. Ce sont ceux qui ont été choisis pour être et délimités pour être les électeurs de la consultation référendaire qui se prononceront. Et tous les résidents en Nouvelle-Calédonie de statut coutumier ont vocation à être électeurs pour la consultation. Pour autant, avec de tels propos, est-ce qu'on ne cherche pas à entacher la légitimité et la sincérité de ce rendez-vous ?
Il y a sans doute un certain nombre de gens qui cherchent ou qui trouveraient confortable de pouvoir contester la loyauté du scrutin. Le travail de l'État, et le travail que j'accomplis, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont vocation à voter, tel que cela a été défini, puissent voter et voter dans la sérénité le 4 novembre. Merci Monsieur Lataste pour avoir accepté notre invitation ce soir. Politique Directe, c'est fini. L'information reprend dès demain à 5 h en radio. L'invité de la matinale radio sera Hamid Mokadem, écrivain pour la sortie d'un ouvrage sur Yéwéné. Je vous retrouve pour ma part demain à 19 h pour l'information TV. D'ici là, passez une excellente soirée sur La Première, évidemment.